Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous passez un très agréable samedi. Bienvenue en notre compagnie pour une série d'émissions que nous commençons aujourd'hui consacrée à cette fameuse réforme territoriale. Alors, vous n'avez peut-être pas tout compris, je vous rassure, nous non plus. Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair avec nos invités. Je vous propose de découvrir tout de suite par ordre alphabétique Monsieur Corriton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste de Côtebec-en-Caux. Exact. À vos côtés, Monsieur Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire communiste de Gonfreville-Lorcher. Oui. Face à vous, Monsieur Jean Delalande, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire UMP de Duclair. Et puis, Monsieur Meyer, bonjour. Vous êtes maire UDI de Sotteville-Soulval. Alors, réforme territoriale, je vous dis tout de suite les choses. On va faire une série d'émissions. Alors aujourd'hui, on va parler des communes. Et c'est pour ça que nous avons 4 maires de 4 bords différents. Et je pense que leur avis va être très intéressant par rapport aux peurs qu'on peut voir engendrer par la suite de l'application de cette fameuse réforme territoriale. On parlera des départements. Alors je vous donne tout de suite les dates. Le 29 novembre, il sera question de la Seine-Maritime. Le 5 décembre, de l'Eure. Et puis, on fera un spécial face à la presse avant la trêve des confiseurs. Et après, nous serons en campagne électorale, évidemment, pour les élections qui ne s'appelleront plus cantonales, mais départementales. Alors maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va faire un premier tour de table. Est-ce que cette fameuse réforme territoriale, vous, en tant que maire, vous fait peur, Monsieur Corriton? Peur, non, parce que quand on est élu, on doit s'adapter régulièrement à un certain nombre de réformes. Et je crois qu'aujourd'hui, on était face à pas mal d'inquiétudes et de questionnements. Après la fin de la taxe professionnelle il y a quelques années, les réformes de 2004 qui avaient transféré un certain nombre de compétences. Il y a encore des questionnements quand même. Il y a encore des questionnements, bien sûr, mais aujourd'hui, il faut bien que les collectivités évoluent. On voit bien que le citoyen se pose la question du millefeuille administratif, des compétences. Il est nécessaire et indispensable de clarifier. Et je crois que cette réforme-là, d'abord avec la fusion des régions et des grandes régions à l'échelle européenne, et ensuite par la clarification des compétences entre les différents niveaux de collectivité, elle est indispensable si on veut que le citoyen s'y retrouve un petit peu plus au bout du bout. Bon. Vous, Monsieur Lecoq? Moi, ce qui me fait peur, c'est les conséquences de cette réforme territoriale. C'est des conséquences sur les citoyens. Vous savez que pour les communes, puisqu'on est tous maires ici, on sait que nos concitoyens sont les plus proches des maires en matière de relation à la vie politique. Considère que voilà, la grande confiance des citoyens, là où ils votent encore beaucoup, c'est au municipal. Et aujourd'hui, ce pouvoir qu'a le citoyen français de choisir son conseil municipal, de choisir son maire, de le contrôler de manière quotidienne, quasiment, de l'interpeller, c'est-à-dire de ne pas attendre 6 ans avant de faire changer ou de proposer un projet, mais au quotidien. Et tous, on vit ça dans nos communes. Et ce pouvoir du citoyen va être éloigné, centralisé, administrée par peut-être une technocratie, alors peut-être qu'elle sera de proximité, mais quand même des structures, ce sera peut-être plus le fonctionnaire qui aura une partie du pouvoir et pas forcément l'élu, engagé, bénévole, etc. Et volontairement, j'utilise le mot de bénévole parce que dans nos conseils municipaux, la plupart des élus sont quasiment bénévoles. Et même s'ils sont indemnisés, c'est tout petit. Et ce rôle de serviteur de la République, il va être centralisé, il va disparaître. Et je pense que c'est une grande perte pour nos concitoyens. Alors, c'est un peu comme le chien qui a la rage. On essaye pour s'en séparer, on dit qu'il a la rage. Pour les communes et les administrations, on a essayé d'expliquer la même chose. Le millefeuille administratif, ça coûte trop cher, etc. Donc, il faut approfondir ce sujet-là. Mais je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les citoyens. Alors, ça, c'est la gauche de l'échiquier politique. Ici, on a la droite. Monsieur Delalande, comme Monsieur Meyer, vos communes appartiennent à la CREA qui va être transformée le 1er janvier 2015 en métropole. Alors, c'est vrai qu'il y a des communes, entre guillemets, dites rurales qui ont un petit peu peur. Et pour rebondir un peu sur ce que dit Monsieur Lecoq, vous avez chacun l'occasion, évidemment, de partager la vie de vos concitoyens. Est-ce qu'ils vous interpellent? Est-ce que, par exemple, en ce qui concerne la voirie, on ne pense pas CREA, mais on pense d'abord maire, même si les responsabilités sont un peu déléguées? On prend un exemple concret, mais il y en a d'autres. Bon, alors, je vais apporter des éléments de réponse. Tout d'abord, répondre à la question, est-ce que ça fait peur? Juste là-dessus. Moi, je dirais pas que ça fait peur. En revanche, je dirais, je fais le lien avec l'autre question, c'est que les gens sont particulièrement préoccupés, sont attentifs à ce qu'il se passe, et effectivement, les métropoles, les métastructures, là, comme ça, pleines de fonctionnaires, par ailleurs, des personnes avec qui on travaille très bien et qui sont particulièrement compétents, ça peut faire peur, oui. Ça peut faire peur. Ça peut donner le sentiment, effectivement, qu'il y a un gros décalage. Et en tant qu'élu, quelle que soit la communauté de communes dans laquelle on se trouve, lorsqu'on se trouve face à un habitant et qu'on lui dit « Ah, là-dessus, je suis désolé, c'est plus nous, c'est la métropole. Je pense à la voirie. »
Quand on dit non, ça non plus, c'est pas nous, c'est la métropole. Je pense à l'assainissement. Pareil concernant les déchets ménagers. Et puis, vous parliez de la voirie, ça, effectivement, c'est pas encore le cas. Ce sera à partir du 1er janvier. Il y aura aussi l'urbanisme, les stationnements. Et puis, nous, communes, nous serons en charge de la gestion des surfaces. Vous voyez ce que ça veut dire? On va nettoyer les rues. Voilà, et puis j'imagine que l'électeur, il vous dit, c'est pas mon problème. Lui, c'est pas son problème, parce qu'effectivement, pour lui, le maire, l'élu le plus local qu'il soit, avec son conseil municipal, c'est le guichet unique, c'est l'entrée. Alors là-dessus, je pense qu'on doit aussi comprendre qu'il y a des communautés de communes, travailler intelligemment avec les communautés de communes qui doivent être conscientes de ça et créer une relation véritable avec les communes et être attentifs à ce que leur disent les élus de ce qui peut remonter. Mais juste sur la réforme territoriale de manière générale, juste dire, je pense qu'on peut intelligemment et collectivement, sur un large spectre politique, s'entendre sur une chose, c'est qu'on veut plus d'efficacité dans l'action, on ne peut jamais contre ça. Et puis, on est conscient que dans la période actuelle, il faut faire attention à la dépense publique. Qu'il faut non pas ne pas dépenser, mais qu'il faut bien dépenser, intelligemment dépenser. Et je n'ai pas le sentiment du tout que la réforme telle qu'elle est conçue aujourd'hui va dans ce sens, malheureusement. On n'est pas revenu sur le millefeuille, pas encore, on verra. Et puis par ailleurs, quand on nous dit qu'on va faire des efforts, qu'il y a trop d'élus, qu'il en faudrait moins à certains échelons, je constate que l'évolution concernant les départements, c'est un élu. Il y aura 2 fois moins de cantons, mais il y aura autant d'élus. Il y aura un élu en plus. Voilà, même un élu en plus. Donc il n'y a pas moins d'élus qu'avant. Avec la réforme, il y a un élu de plus. Je ne trouve pas que ça aille forcément dans le sens dans lequel ça devait aller. Alors, Monsieur Meyer, vous représentez, j'allais dire, et ça n'a rien de péjoratif, un peu les petites communes. Il faut savoir qu'en France, 90% des communes ont moins de 2000 habitants. Alors, vous êtes dans ce cas de figure avec votre commune. Et puis, vous êtes au sein de cette CRA. Et en plus, alors, c'est un peu difficile pour vous parce que vous êtes dans l'opposition. C'est vrai que la majorité, elle est quand même très largement socialiste au sein de cette CRA. Alors, c'est pas un reproche, c'est une réalité. Et donc, est-ce que pour vous, c'est facile à vivre? Est-ce que là aussi, vous avez des craintes? D'abord, la première préoccupation d'un maire, c'est les habitants. Il se lève le matin, il pense à ses habitants, il se couche le soir, il pense aussi à ses habitants. Et la question la plus fréquente, moi, que j'entends depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est où va-t-on ? Et c'est cette question-là, finalement, qui doit trouver une réponse. Alors moi, que je sois dans une agglomération où ma formation politique est minoritaire, soit, mais c'est pas ce qui m'amène précisément à trouver difficulté à exprimer ce qui me paraît être le bien commun, la nécessité commune précisément. Et la réponse à la question « mais où va-t-on ?» ça, c'est quelque chose qui doit être donné à nos concitoyens. C'est absolument indispensable. Or, c'est justement le sentiment qu'ils ont le sentiment qu'on ne répond pas à cette question. Alors, vous savez pourquoi je vous pose cette question, M. Mayer? Pour une raison très simple. Parce qu'en épluchant un petit peu mes fiches, en me renseignant à droite à gauche, en regardant sur Internet, en regardant les comptes rendus de conseils de communauté, je me suis aperçu que vous aviez représenté justement la minorité, M. Renard était absent, et vous avez demandé au président de séance un peu plus de temps pour pouvoir discuter, pour pouvoir négocier. Quand vous êtes maire, vous faites la même chose avec votre opposition au sein de votre mairie, mais vous êtes le patron de votre ville. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu votre crainte? C'est-à-dire qu'on vous écoute un petit peu moins? Bon, bien sûr qu'il y a ce risque, et puis c'est le triste, l'aspect un peu malheureux et triste du jeu politique. Je dois le dire, et je le regrette vraiment. Parce que il y a peut-être dans cette créa, justement, une part insuffisante de donner la parole de ceux qui sont la parole pour ceux qui sont dans la minorité. C'est vrai que j'ai demandé plus de temps. Parce que je pense qu'il y a des réformes qui doivent aussi se préparer convenablement. Une petite anecdote, elle est très simple. Début juillet 2012, je suis dans le bureau du président Sanchez et il me dit à 2 autres maires qui étaient avec moi, écoutez, les élections municipales, c'est pour bientôt. Moi, la métropole, c'est pas le sujet. Donc, c'est pas la peine d'en faire un sujet de fracture politique ou d'opposition. Voilà, sauf que cette année, on a voté directement pour les délégués consulaires. Mais j'entends bien. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Rendez-vous compte, ça c'est début juillet 2012, et le 21 ou le 22 juillet, on apprend que le gouvernement a décidé que Rouen deviendra une métropole. Qu'est-ce que ça signifie, voyez? Oui. Comment est prise en compte la parole aussi et l'interpellation des élus que nous sommes? Alors, en même temps, du côté du PS, il y a quand même une certaine logique. Depuis 1950, alors il faut savoir quand même que la Suède a réduit le nombre de ses communes de 87%, la Belgique de 75%,
et l'Allemagne de 41%, dans un but de meilleure gestion. Alors je pense que c'est ce qui a prévalu au niveau de la réflexion générale. Alors par rapport à ce que disait M. Delalande, est-ce que c'est une réalité en termes, entre guillemets, d'économie d'échelle? Moi, je vais vous dire, je suis élu d'un territoire, je suis maire d'une petite ville qui est à l'intérieur d'une communauté de communes qui a fusionné 3 anciennes communautés de communes il y a 6 ans. Donc on a au départ, évidemment, il n'y a pas d'économie d'échelle, mais au bout de 5 années, je peux vous dire qu'on a fait des vraies économies. On a fusionné sur la compétence piscine, sur les ordures ménagères, sur l'eau et l'assainissement. Aujourd'hui, on arrive où on a mutualisé l'ensemble des personnels, le nombre de personnels a diminué, on a réussi à mutualiser, il y a des gens qui sont partis à la retraite, qui n'ont pas été forcément remplacés. En organisant la compétence à l'échelle d'un territoire, ça a porté ses fruits. On est en train de le faire sur les médiathèques, bibliothèques, et on espère bien que ça va avoir les mêmes effets, justement au bout d'apporter un service de meilleure qualité et de faire en sorte que le service coûte aussi moins cher. C'est ce qui prévaut dans la réforme des régions. On avait des régions plutôt petites, plutôt assez faibles à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on va rapprocher les régions. Au tout début, bien entendu, que vous allez rapprocher les effectifs existants, mais que sur le moyen long terme, vous allez forcément faire des économies. Alors, vous citiez l'exemple des pays étrangers. J'ai ma commune jumelle en Allemagne. Je crois que dans les années 50, quand on s'est jumelé, il devait avoir 7000 habitants quand nous en avions 2000. Aujourd'hui, ils sont 50 000 autour d'une seule et même commune. Nous, on est resté 2300. Est-ce qu'ils sont plus heureux ? Alors, mon collègue là-bas nous dit qu'ils travaillent différemment. C'est pas tout à fait organisé de la même manière. Mais ils ont réussi à rassembler. Et en France, c'est peut-être pas les fusions de communes. Je veux dire, les fusions de communes, c'est une fin d'un processus, d'une coopération, mais il y a aussi plein de choses à travailler en termes de mutualisation. Moi, je l'ai fait avec mes collègues à l'échelle du canton. On est en train de créer une crèche intercommunale qui va être financée à 8 communes. On a développé un service de balayage de voirie à 8 ou 9 communes. On a mutualisé, on a apporté un service qui n'existait pas et qui coûte moins cher que si on avait recours à des entreprises extérieures. Donc voilà, il y a aussi des bons exemples qui montrent que fusionner, grossir, ça peut être bien. Il faut que ce soit fait intelligemment, que ce soit construit, mais ça marche. Alors, il y a une nuance entre les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les fusions de communes. Prenons l'exemple rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, Bois-Guillaume, dans l'agglomération rouennaise, a voulu fusionner avec Biorel dans l'agglomération rouennaise, et ça n'a pas marché du tout parce que les habitants n'en ont pas voulu. Et pourquoi ? Et finalement, au sein de la CREA qui va devenir métropole, est-ce que ça sera encore pas plus dans ce sens-là que ça va se passer ? Qui pourrait ne pas aller dans le sens de ce que vous venez de dire ? C'est ce que je disais d'ailleurs au départ. On s'entend tous pour dire plus d'efficacité, réduction des dépenses, la mutualisation intelligente. On s'entend pas tous pour dire tout ça. Vous allez répondre, en tout cas, Lecoq. la mutualisation intelligente, oui. Il faut que ça reste tout simplement, à un moment donné, à échelle humaine. Et je voudrais dire une chose sur la réforme de manière générale. Vous regardez aujourd'hui les échelons où l'on connaît son élu. La ville, la commune, le maire. Supprimé. Donc, ensuite, vous avez le conseiller général. Bien souvent, on connaît son conseiller Surtout à la général. campagne. D'autant plus en milieu C'est rural. vrai. D'autant plus en milieu rural. Donc je dis commune, département et l'État. Supprimé. Entre-temps, Dur. on crée d'autres choses. Vous avez les communautés de communes. Est-ce qu'on connaît bien les élus de la communauté de communes en tant que telle, si ce n'est son propre maire qui nous On représente? les a élus directement. On ne ça. les connaît pas, globalement. On en a élu un sur plusieurs centaines, en gros. Enfin, je caricature, mais je veux dire, vous avez une énorme assemblée, vous avez élu une personne qui, pour le coup, dans une commune comme la ville de Duclair, est le maire. Donc oui, vous connaissez celui-là. Vous ne connaissez pas beaucoup plus, et c'est pas lui qui prend directement les décisions. Même si il n'empêche. Ça le travail. légitimise quand même. On peut très bien travailler, moi je pense à un moment donné, intégrer l'idée qu'il y a un intérêt général et s'entendre entre communautés de communes dont on est membre sur des projets très concrets dans nos communes. Nous, ça se passe comme ça à Duclair avec la CREA. Mais il n'empêche que, je reprends mon exemple, entre-temps vous avez communauté de communes, vous avez région, scrutin de liste et on ne connaît pas son conseiller régional, globalement, peut-être parfois le président, et puis ensuite vous avez l'Union européenne, scrutin de liste. Alors là, Donc vous avez trois échelons. Vous allez répondre, monsieur où Lecoq. Oui. on renforce, c'est ceux où l'élu est le plus déconnecté des habitants, des territoires, et trois échelons que l'on fragilise, c'est l'échelon où, pour le coup, les élus sont connectés avec leur territoire. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui ne va pas, et les décisions qui sont prises ne peuvent que jeter de l'huile sur le feu dans une certaine mesure. Voilà. Ah, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que Mais dit je suis M. d'accord. Delalande. En Il tout y a cas, des je suis choses, à mon d'accord avis, avec qui la me question que rapprochent. vous avez Ouais. posée et la façon de l'aborder. L'histoire. L'histoire, c'est la construction européenne. Et le sens de l'histoire que l'on veut nous imposer, c'est une construction européenne dans laquelle il n'y a plus d'État,
dans lesquelles il y a des grandes régions avec de gros pouvoirs, dans lesquelles il n'y a plus de communes, mais où ces communes sont remplacées par des grandes métropoles, des grandes communautés, etc. Et donc, dans cette infrastructure, on voudrait écarter le pouvoir du citoyen, c'est-à-dire l'éloigner, ou qu'il soit différent. On a pris l'exemple de l'Allemagne. Moi, je suis jumelé aussi avec l'Allemagne, comme beaucoup de villes de Seine-Maritime, parce qu'il y en avait eu beaucoup à une époque. Et moi, le maire de ma ville jumelle, il m'explique, et quand je l'ai rencontré, moi, nouveau maire, il y a 20 ans, il expliquait qu'il était dans un district, et il me comptait sur le doigt des mains, alors que c'est une grande ville, le nombre de fonctionnaires communaux. Et maintenant, il montre les services communaux que la commune a mis en place, parce que le district était trop éloigné des gens, les gens avaient des services publics trop éloignés, et le district a redonné aux communes un certain nombre de pouvoirs. Et donc l'Allemagne fait cette régulation, parce qu'il faut être en adéquation entre la volonté de faire des économies, la volonté de mutualiser, etc., et puis le besoin des habitants. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir mutualiser sans cesse les services. À la communauté d'agglomération du Havre, on a eu ce débat pas plus tard qu'au dernier bureau de communautaire. Les maires des petites villes, quand vous mutualisez, par exemple, la commande pour l'entretien de la voirie, et que ces maires ont des petites entreprises, des petits ateliers dans leur ville, et que c'est la commune, parce qu'elle passe une commande dans le cadre des marchés publics, et qu'elle peut donner du travail à cette petite entreprise dans sa commune, eh bien il dit, si on mutualise, la commande sera passée à l'échelle de l'agglomération, et ma petite entreprise, avec des gens du village, eh ben, ils n'auront plus le travail, ils n'auront plus l'emploi. Et donc, la notion de mutualisation, soi-disant pour faire des économies, à un moment donné, dans le paiement d'une facture, est-ce que c'est une réelle économie pour l'économie qui doit servir un territoire, pour les emplois dans le territoire? Je ne le pense pas. En tout cas, on ne le pense pas. En même temps, monsieur le maire, reconnaissez que si vous êtes, vous qui êtes à la CODA, parfois, on n'est pas obligé d'avoir une piscine dans chaque commune. Non. C'est pas Nous, la CODA, elle a fait 3 piscines sur l'ensemble du territoire, et c'est bien. Non, on est complètement d'accord sur l'idée de mutualiser, mais la notion de commande publique, le transport en commun, c'était quand même une excellente idée de se mettre tous ensemble pour organiser le transport en commun. On est d'accord là-dessus. Mais sur d'autres aspects, l'entretien de la voirie, sur la gestion quotidienne et tout, on n'est pas obligé de porter. La notion d'économie, il faut l'avoir en tête, c'est 1 euro dépensé. Derrière, il y a des conséquences de la dépense de cet euro. Et c'est la qualité de vie. Et moi, je dis toujours, je préfère payer 1 euro de plus à un moment donné, si c'est pour que cet euro-là profite à mon territoire. Je dis pour mes boulangers, je refuse des boulangeries industrielles. J'achète, alors peut-être c'est limite marché public, j'achète à égalité aux 3 boulangers de ma commune. Parce que je dis qu'en tant que maire, j'ai 2 choses à faire. Je dois à la fois donner du pain aux gamins dans les écoles, et en même temps, je dois faire vivre les boulangers de ma commune. Et je passe pas par les marchés publics. Voilà. C'est comme ça. Un choix politique. Et vous nous dites que vous avez été réélu avec 85% au premier tour. C'est que les habitants apprécient ces choix politiques. Alors bon, ça c'est un choix, mais c'est peut-être pas possible partout. Alors, monsieur Maillère, la baisse des dotations de l'État, alors on en parle beaucoup, et certains disent, finalement, c'est peut-être un peu le moyen de pression du gouvernement pour obliger les communes, finalement, à mutualiser, contrairement à ce que souhaite spécialement M. Lecoq, en l'occurrence, de se rapprocher pour pouvoir justement faire des économies. Est-ce que vous avez un peu cette impression? Parce qu'il y a des maires qui disent ça quand même de façon assez forte. Cette pression, on sent bien qu'elle existe, et cet argument, il est un peu l'argument massu, sauf que c'est, dans ce cas-là, l'argent qui nous dirige. Et c'est là où ça nous révolte, nous, en tant qu'élus, parce que, vous le disiez tout à l'heure vous-même, nous, on part des besoins de la population, la mutualisation, telle que vous nous l'avez présentée, mais évidemment que nous y souscrivons en tant qu'élu local, parce que là, on a une construction, j'allais dire, intelligente du territoire, intelligente de l'intercommunalité. On a une véritable intercommunalité de projet. On monte quelque chose qui va répondre aux besoins de nos habitants. C'est, je le répète, notre préoccupation. Alors que là, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est l'argent qui va nous dire ce que nous devons faire. On a le sentiment qu'on construit la maison par le toit, sans demander l'avis des habitants qui vont y vivre. Et c'est ce sentiment-là, si vous voulez, contre lequel on se bat. Alors, est-ce qu'on n'est pas finalement condamné à agir comme ça? Parce que c'est aussi la crise économique. C'est aussi la crise économique, oui. On voit que le gouvernement aujourd'hui a annoncé 50 milliards d'économies. Vous en proposez, je crois, 80, M. Delalande, 130.
À un moment ou à un autre, vous me dites où est-ce qu'on trouve les économies. Même 150, certains chez vous, je crois, ont proposé. En tout cas, voilà, il y a un moment où il n'y a pas 50 000 possibilités d'économies sur les dépenses de l'État. Il y a l'État en lui-même, il y a le budget de la santé, de la sécurité sociale et il y a les collectivités locales. Aujourd'hui, sur 3 années, c'est sûr que c'est difficile. Je ne vais pas vous dire que voir mes dotations baisser, je le vois arriver avec plaisir. En tout cas, ça nous oblige à nous remettre en question, à faire en sorte de réfléchir à quel service public et quelle qualité de service public on veut offrir et de travailler justement à des échelles peut-être pas forcément énormes, mais des fois à 3, 4 ou 5 communes, on peut aussi travailler à des coopérations qui permettent de faire des économies en gardant la proximité. Et moi, je le travaille au quotidien, je le fais avec mes voisins, à l'échelle de la communauté de communes, on le travaille de cette manière-là, et ça avance de manière positive, je le redis. Ce qu'on note, c'est quand même que vous avez tous les trois un point commun, c'est la notion d'économie. Des milliards d'économies sur le dos des communes. Alors qu'on est le dernier échelon. Si. Vous êtes pas sur le dos des communes. À chaque fois, vous dites qu'il faut faire des économies, il faut réduire. À un moment donné, on est le dernier échelon. On est le dernier échelon, au contact avec les besoins des gens, avec la difficulté des gens. En même temps qu'on nous dit qu'il faut faire des économies, il y a plus de chômeurs, il y a moins de pouvoir d'achat dans chaque famille. Et les gens, au bout du bout, ils arrivent devant le maire en disant comment je fais pour finir mes fins de mois. Et là-dessus, le projet économique, le projet que vous le défendez tous les trois le même. Vous défendez les communautés, vous les avez défendues aussi, les créations de communautés. Vous avez défendu la création de l'Europe telle qu'elle est faite. Vous vouliez être président de la CODA. Ouais. Ben oui, moi j'ai toujours. Mais alors, même quand je suis devenu maire, quand on m'a proposé dans mon parti de devenir maire, j'ai dit ouais, je veux bien à une seule condition, c'est que je devienne maire pour rendre le pouvoir aux citoyens. Et ben c'est la même chose pour la CODA. Puis ça peut être à d'autres échelons. Je veux bien devenir président pour redonner le pouvoir aux citoyens. Ah non, on est d'accord. On est bien d'accord. Vous n'alliez pas dissoudre la CODA. Vous alliez la présider. Non, mais j'allais y rendre le pouvoir de cette communauté le plus possible aux citoyens. Alors que le système aujourd'hui supprime le pouvoir des citoyens. Et ça me fait plaisir quand j'entends mes collègues de droite expliquer que c'est l'argent. Quand on va dans ce système-là, c'est l'argent qui gouverne. Eh bien oui, c'est justement pour ça qu'on est opposé à ce système-là, parce qu'on ne veut pas que ce soit l'argent qui gouverne nos territoires. On veut que ce soit le peuple, les citoyens, les représentants du peuple. Et là, on veut que ce soit ça. On ne dit pas qu'effectivement l'argent doit gouverner, mais ça ne nous empêche pas d'être responsables. Vous, en tant qu'individu, en tant que citoyen, vous savez très bien qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter. Vous savez très bien aussi que de temps en temps, vous allez devoir faire un choix entre telle et telle chose, parce que vous n'avez pas de l'argent et sans limite. Oui. Au niveau d'une commune, moi par exemple, je fixe comme objectif de réduire très clairement la dépense énergétique de la commune. Est-ce que je fais du mal à mes concitoyens en faisant ça ? Non, je pense pas. J'essaye de tout faire pour que demain, on n'augmente pas les impôts dans ma commune, et ils n'augmentent pas, Duclerc. De la même manière, sur des sujets comme ceux-là, Oui, pardon, je pensais... Non, je vous en prie, terminez, j'aurai une question à poser après. Ça va dans le sens de ce que vous dites à M. Corriton. Allez-y, terminez. Mais il y a d'autres moyens de réduire la dépense dans une commune. À chaque fois, moi, quand j'organise des manifestations, notamment dans le domaine culturel, parce que c'est quelque chose que je soutiens et énormément dans ma commune, eh bien, lorsque j'organise une manifestation, pour revenir sur ce que j'ai fait cet été sur les quais, ça c'est revenu à la commune à 10% de la somme totale. Pourquoi ? Je ne suis pas allé chercher des subventions. Je suis bien conscient qu'aujourd'hui, on ne trouve pas de l'argent public partout comme ça et que ça coule au robinet. En revanche, je suis allé voir les entreprises de mon territoire. Je vais voir par exemple Révima, sur la commune de Côte-Bec, qui a en partie soutenu financièrement cette exposition culturelle et qualitative. Je suis allé voir différentes entreprises de mon territoire en leur disant... Soutenez la culture sur votre territoire. Et ils l'ont fait. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réduit la dépense publique. Donc, vous vous accordez à dire, avec nous dans ce cas-là, qu'à un moment donné, vous vous posez cette question de la réduction de la dépense publique. Celui qui arrivera en disant « je ne veux pas réduire la dépense publique », la dépense publique, avec le même euro, moi je fais moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Parce que l'énergie a augmenté, et donc je me bagarre pour que ça se réduise, mais je ne peux pas réduire l'action utilisée. Vous ne maîtrisez pas tout, mais vous... Attendez, excusez-moi, j'ai une question à poser à M. Corriton. Votre budget de fonctionnement, vous me dites si je me trompe, un peu plus de 4 millions et demi. Voilà, c'est ça. Avec l'investissement. Voilà, vous êtes élu depuis mars 2008, donc vous avez été réélu brillamment vous aussi lors des dernières élections. D'ailleurs, tous ceux qui sont autour de cette table ont été réélus ou élus brillamment. Même sur Jean-Paul. Voilà, et alors vous dites, alors attendez, je maintiens le niveau d'imposition. Alors 13,69 pour la taxe d'habitation, 32,23 pour le foncier bâti et 53,01 pour le foncier non bâti. Vous me dites si je me trompe. C'est vrai. Comment faites-vous ? Franchement, dans le contexte actuel, j'aimerais que vous m'expliquiez. Depuis 6 ça ans, ne doit pas être facile tous les jours. On a fait un tas d'économies en fonctionnement, on fait attention, on gère en bon père de famille, c'est vrai. Donc vous faites moins de choses.
On fait pas moins de choses, on fait différemment. Je veux dire, quand je vous dis qu'on a travaillé à développer un service de balayage de voirie, j'avais une entreprise privée qui gérait. Ça me coûtait très cher par an. On a acheté une machine, on l'a mutualisée à 6, on a embauché un fonctionnaire qui aujourd'hui fait des services sur 6 communes. Là, on va faire une crèche tout seul, je serais incapable de la financer. Aujourd'hui, on s'est mis à 5 ou 6 autour de la table à dire comment on va faire pour financer. Voilà, c'est sûr que si on était tout seul à financer les services, alors on a la chance aussi d'être dans un territoire avec une raffinerie et encore une usine comme Revima qui sont des entreprises importantes qui font vivre nos territoires. On n'est pas sur un territoire non plus très pauvre, mais en tout cas, on fait attention. Moi, la première mission que je m'étais fixée en 2008, c'est de tout balayer en dépenses de fonctionnement. Tout ce qu'on pouvait faire comme économie, renégocier les contrats, refaire Vous des pensez pistes. qu'on a vécu un peu au-dessus de nos moyens, de manière générale? On n'a pas forcément clairement. vécu au-dessus de nos moyens, non. Tout dépend de la qualité du service qu'on veut donner à sa population. Je veux dire, toujours, il faut arrêter de dénigrer aussi l'impôt. Moi, mes taux sont assez élevés. Historiquement, c'est comme ça. Je les ai pas augmentés depuis 7 ans. J'en suis satisfait. J'arrive à faire et à boucler de cette manière-là. Mais si on veut des services en contrepartie, il faut payer des impôts. Et si on veut une bonne qualité de service, ça se paye aussi et ça a un certain coût. Oui, mais Et avec donc, le par taux conséquent, d'imposition actuel, je ne sais pas si M. Maillard sera d'accord avec ça, mais tel que les Français le ressentent, c'est vrai que c'est difficile au niveau local de se dire on va encore augmenter la pression fiscale. Ah, mais parfois, c'est même pas du tout possible. Moi, on parlait tout à l'heure dans les coulisses de conseil d'école. Au conseil d'école, parce qu'on avait abordé la question de la modification des rythmes scolaires et puis du financement des activités qu'on peut proposer à côté. Moi, les représentants des parents d'élèves, des familles disent « Monsieur le maire, on peut pas mettre plus, donc on va faire avec ce qu'on a ». Bon, et ça, c'est aussi être responsable que faire ce type de choix-là. Donc moi, ce que je remarque dans nos échanges aussi, c'est que nous avons, me semble-t-il, en tout cas un souci commun, c'est celui de rendre des services à nos populations. Et heureusement qu'on a ce souci-là, parce que sinon, je vois pas... Vous êtes tous animés de cette dites volonté, donc, sinon, je vois pas clairement. très bien qu'on servirait. On n'aurait pas été élu, comme nous, vous ça serait disiez tout inquiétant. à l'heure, ou réélu convenablement. Mais il me semble tout de même qu'il faut insister sur un mot qui n'est pas toujours bien compris, mais celui de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'il y a certains échelons de services qui peuvent être pris par de grosses structures intercommunales. On a parlé du transport tout à l'heure. Bon, il est évident que l'échelon... tout seul, vous pourriez pas. bien Ah sûr, non, ah non. l'échelon communal, c'est pas le bon. Bon, or, là encore, on voit bien, et moi j'ai entendu chacun le dire et en parler, nous avons le souci de nous dire quel est le bon outil pour apporter la bonne réponse aux besoins qu'on a identifiés. Or, ça, c'est une construction qui part des fondations, qui part de la base, qui part des besoins constatés. Et ensuite, on n'est pas là non plus pour nourrir toutes les réclamations. Parce que là aussi, parfois, il nous faut raison garder et savoir l'expliquer. Donc, je crois que c'est notre rôle d'élu, véritablement. Très bien. Je vous propose de terminer très rapidement. On vous donne 30 secondes à chacun. En conclusion, on revient à la première question. Inquiet, pas inquiet, qu'est-ce qui va se passer, M. Corriton? Dans les semaines qui viennent, je crois que le débat va être porté devant les assemblées. Moi, je sais que je parle beaucoup avec mon député Christophe Bouillon pour lui faire remonter aussi les problématiques de terrain et pour montrer quels sont aussi les sujets qu'il faut porter à l'Assemblée nationale sur la répartition des compétences, sur le qui doit faire quoi. Et je vais continuer à travailler dans ce sens-là dans les semaines qui viennent. Monsieur Lecoq? Écoutez, moi, on a essayé dans l'agglomération havraise de faire un pôle métropolitain pour essayer que ça parte de la base, justement, le territoire. Pas très bien vu par Rouen. Bah non, on s'est fait aligner par le préfet représentant de l'État, qu'on n'a pas voulu, alors que c'était dans l'idée. C'était dans l'idée. Donc à un moment donné, on se dit, moi je suis partisan que ça parte des gens, et que ça parte de la base, et que c'est là que ça se choisisse. Et je suis partisan que les citoyens s'intéressent à ce sujet-là, qui peut leur faire du mal. Monsieur Deladendre? Inquiet, oui. Peut mieux faire. Le gouvernement, je pense, oui, il peut vraiment mieux faire. Je ne sais pas s'il en est vraiment capable, mais il peut mieux faire. Parce que là, effectivement, pour le moment, le millefeuille n'a pas disparu. Au contraire, on a créé de nouvelles entités type la métropole. Donc faisons attention et n'éloignons pas le citoyen du responsable politique, Monsieur de celui Meyer. qui va animer sa vie. On nous a promis un choc de simplification. Moi, je note un choc d'impréparation. Je note aussi un choc d'incompréhension. Ah, c'est une formule. D'accord. Bon, et en tout cas, je le regrette véritablement. Messieurs, merci. C'est la fin de la première partie de La Voix libre qui va se poursuivre sur Internet. Vous avez tout de suite rendez-vous avec vos informations régionales, présentées aujourd'hui pour la Haute et la Basse-Normandie par Marie Duménil-Aldé. À tout à l'heure.